on m'a demandé d'improviser une conférence sur l'intelligence artificielle. Donc j'ai trouvé la question. Si ça vous intéresse, je vais la développer. Parce que c'est un problème actuel sur lequel j'ai travaillé il y a moins d'1 an et qui va être publié bientôt dans Journal of Astrobiology. Est-ce que l'intelligence artificielle peut sauver la Terre des bactéries martiennes? Question qui est en fait d'actualité parce que actuellement donc on a sur Terre, sur Mars, un robot, Persévérance, lancé par la NASA, dans lequel il y a des instruments européens, et notamment des instruments français, et qui est en train de recueillir des échantillons martiens qui vont revenir sur Terre dans les années 2030. Il y a beaucoup de difficultés diverses et variées, mais qui doivent revenir donc sur Terre dans les années 2030. Ces échantillons, bien sûr, intuitivement dit non, Mars est une planète morte, c'est une planète dans laquelle il y a peut-être eu de la vie, mais il n'y a pas de vie actuelle. En tout cas, on ne voit pas macroscopiquement de manifestation de la vie. Et donc, ces échantillons, c'est des cailloux. Mais même sur Terre, les cailloux contiennent parfois, souvent même, des bactéries, même dans les endroits les plus étranges. Et on sait par exemple qu'on a des bactéries actuellement, on trouve des bactéries à pratiquement 1000, 2000, 3000 mètres sous terre. Je ne parle pas sous l'eau, sous terre. Avec des métabolismes tout à fait particuliers, mais ça existe. Et donc, on doit rapporter des échantillons martiens qui doivent revenir sur Terre. Est-ce que ces échantillons posent un problème de danger? Donc ça, c'est une question importante parce qu'il peut y avoir à l'intérieur des bactéries, l'équivalent des bactéries, des micro-organismes pour simplifier, et donc souvent je dirais bactéries plus par erreur que par autre chose, des micro-organismes qui pourraient effectivement se développer sur Terre. Nocifs ou pas nocifs, il n'est pas impossible que ces bactéries se développent sur Terre et nul n'est capable de prévoir, de prédire, d'imaginer ce qu'elles peuvent provoquer. À partir de là, donc, suivant le traité de l'espace, suivant tout un tas de conventions internationales, on a créé ce qu'on appelle un comité de protection planétaire, Planetary Protection Panel, dans le COSPAR, où les scientifiques réfléchissent qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la Terre, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution quand on rapporte sur Terre des échantillons. Et donc, on a déjà rapporté des échantillons, par exemple les échantillons de la Lune, et pendant les 3 premiers vols de retour de personnes sur la Lune, eh bien, les Américains ont mis des astronautes en quarantaine, avec un médecin, ils étaient enfermés pendant 40 jours, une quarantaine de 40 jours, pour voir s'ils n'étaient pas malades, etc. Et au bout de 40 jours, ils ouvraient les portes et ils sortaient. Les 4 derniers vols, ils n'ont pas fait. Et pour les échantillons, les premiers échantillons lunaires qu'ils ont apportés, ils ont pris le même genre de précaution en enfermant les échantillons et en essayant de détecter dans ces échantillons l'expression de formes de vie, en les mettant en culture, en mettant du sucre, en regardant s'il y avait une respiration qui se développait, etc. Ils ont essayé, par tous les moyens que l'on connaissait à l'époque, de voir s'il y avait éventuellement une forme de vie qui pouvait se développer. C'était, bien entendu, une vision que l'on qualifie maintenant d'ancienne, qu'on pourrait qualifier de pasteurienne de la chose. C'est-à-dire que les micro-organismes sont mis en évidence par la culture. On sait que derrière, il y a un biais, puisqu'on est capable de cultiver moins de 10% des micro-organismes que l'on connaît. Il y en a qu'on sait identifier, mais on n'est pas capable de les cultiver dans le laboratoire, parce que ça demande des conditions trop difficiles. D'autant plus que la culture des micro-organismes s'est quand même beaucoup développée par rapport aux micro-organismes pathogènes, chez l'homme et chez l'animal, et donc les températures classiques, c'est 37 degrés dans un liquide, etc. Et avec des vitesses de développement relativement rapides, des temps de génération qui sont de l'ordre de 10 minutes à une demi-heure, ce qui fait qu'en 3-4 jours, on a une vue. Quand c'est une demi-heure ou une heure, par exemple, pour les mycobactéries, pour les bactéries de la tuberculose, ça peut prendre 3 semaines ou 4 semaines avant de voir, effectivement, d'être capable de voir, avec ces méthodes pasteuriennes,
le développement de l'agent pathogène. Donc, on se trouve maintenant avec des méthodes modernes et un problème nouveau, parce qu'on sait que dans ces échantillons, si par hasard il y a des micro-organismes, ils sont en très faible quantité. C'est extrêmement dilué. On ne va pas en avoir des centaines. Et donc, la question qui s'est posée, et là où est intervenue l'intelligence artificielle, qu'à la fin, j'ai suggéré que l'on écarte, c'était de faire des détections morphologiques. C'est-à-dire qu'on prenait un certain nombre de grains, puisqu'on va estimer simplement que ces échantillons, par modèle, c'est du sable. Grosso modo, 1 gramme de sable, c'est à peu près 250 à 300 grains, quelque chose comme ça. Donc on va ramener 500 grammes d'échantillons, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait pas mal de grains. Avec leurs facettes, avec leurs creux, avec leurs failles, avec leurs petites fissures à l'intérieur. Et donc, combien faut-il... Alors, il faut examiner ces grains avec des outils microscopiques, aussi bien avec de la microscopie visible qu'éventuellement en faisant ce qu'on appelle de la spectroimagerie, c'est-à-dire en prenant un spectre lumineux qui va de l'ultraviolet, où on est capable de mettre en évidence les protéines, à l'infrarouge, où on est capable de caractériser, si elles sont suffisamment concentrées, certaines molécules caractéristiques de ce qu'on appelle la vie qu'on connaît sur Terre, par exemple le cholestérol ou la chlorophylle, ou des choses comme ça, donc qu'on est capable de diagnostiquer sur le plan de la spectrométrie, même en très faible quantité. Quelle est la limite? Et donc, l'objectif, c'était de regarder combien faut-il regarder de grains. Alors, on a commencé à faire des calculs, etc., etc. Et donc, il faut regarder en dessous du micron. Il faut descendre, par exemple, pratiquement à 0,01 micron de résolution par pixel pour être capable de regarder quelque chose, de détecter quelque chose d'intéressant. Mais plus que l'on veut regarder petit, même si on fait un 4K, plus il y a un grand nombre de photos, plus il y a un grand nombre de pixels à examiner. Et on se retrouve confronté à une masse astronomique de données que l'on n'est pas forcément capable d'interpréter. Et donc, on voulait envisager de faire regarder chaque grain, chaque système de grains, etc., par des systèmes, engranger ces données, et puis ensuite les faire les analyser et essayer de détecter, je ne dirais pas les anomalies, parce qu'il n'y a rien de normal ou pas d'anormal, simplement les irrégularités, les ruptures, quelque chose qui n'est pas identique et qui n'est pas explicable par la géologie. Quand on a des grains côte à côte, voilà. Et donc, on a commencé à réfléchir à ça, on a fait des calculs et on s'est aperçu que c'était, même avec les moyens de calcul actuels, même avec les moyens d'investigation actuels, pratiquement infaisable. Donc, l'idée a été de transposer ce visible, cette analyse par le visible, cette analyse par la spectrométrie classique, en passant au synchrotron. Synchrotron, rayons X très puissants, où on peut faire de la morphologie, non pas simplement de surface, mais on peut aller un peu plus profond, Donc un grain qui va faire une centaine de microns, on va être capable à aller à l'intérieur de ce grain et être capable éventuellement de détecter des irrégularités. Quitte après à ce qu'un œil humain essaye d'interpréter et d'analyser cette irrégularité. Eh bien, là, on s'est aperçu que il fallait 2 siècles de synchrotron à peu près pour faire passer tous ces grains. Et donc, on se posait la question de la statistique. À partir de quand et de combien de grains examinés, je peux dire il n'y a rien. Et à quel niveau je mets le seuil de signification. Alors,
Quand on parle de la masse des machines à laver ou de la taille des frites, le seuil de signification peut être à 95-99% en disant oui, là j'ai des frites bien régulières, elles sont bien carrées, elles ont bien les mêmes dimensions, etc. Donc ça, c'est un bon produit commercial. Quand il s'agit d'un risque majeur pour la biosphère terrestre, où mettons la limite? Où mettons le niveau de signification et notre niveau de certitude? Grosso modo, je joue à la route des Russes avec un barillet où il y a une balle, avec combien de trous? 1000, 100 000, 1 million, 1 milliard? Et bien entendu, chaque fois qu'on rajoute un facteur 10, on rajoute un facteur 100 sur le temps, pour simplifier. Et donc, on a eu des débats très importants là-dessus et sur ce qu'il fallait faire. Alors, on a évoqué, bien entendu, l'intelligence artificielle, la capacité de déterminer, d'identifier, etc. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, on a essayé d'écarter, on a estimé qu'on ne pouvait pas faire confiance à la connaissance que l'on a actuellement des algorithmes. La fiabilité et la certification des algorithmes n'étaient pas suffisantes pour nous donner une certitude. Et il y a des débats qui ne sont pas tranchés, d'ailleurs c'est ce qui va ressortir dans le texte, sur qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a des tenants de la probabilité, en disant ben, si je regarde 10% de l'échantillon, c'est suffisant. Et puis il y a des tenants, un peu comme moi, qui sont plus dans l'approche systématique, pasteurienne et prudente, qui dit on doit regarder l'ensemble de l'échantillon, et c'est dit à ma formation de vétérinaire, bien sûr, une approche clinique, c'est-à-dire je vais voir qu'est-ce qui se passe dans tout l'échantillon. Et donc, l'idée à développer, c'était de développer des méthodes qui restent à inventer, hein, notamment des méthodes pour voir si, simplement, si je mets cet échantillon dans un milieu à sa température normale, je dirais, avec ses variations entre moins 20 degrés et plus 0 degré, dans une atmosphère de gaz carbonique, est-ce que, au bout de 3 mois, il y a une modification de cette atmosphère? Est-ce qu'à l'intérieur de... Alors, ça peut être 3 mois, 4 mois, 6 mois, je ne sais pas. C'est peut-être 3 jours. Est-ce qu'il y a une activité, une modification qui montre qu'il n'est pas chimiquement inactif? Je ne parle pas de biologie pour l'instant, je parle chimiquement inactif. Et après, on fait la même chose en rajoutant quelque chose de nouveau, de normal dans les modes de vie, dans ce que l'on croit savoir de la vie, de ce que l'on comprend des formes de vie. Est-ce que je rajoute, par exemple, une certaine teneur en eau, en rajoutant de la vapeur d'eau à un taux qui reste à déterminer, dont on peut discuter. Et là aussi, après un certain temps, est-ce que je vois effectivement une partie de cette atmosphère qui est au-dessus se modifier? La fois d'après, si l'eau ne modifie rien, si on ne trouve rien, c'est de rajouter un nutriment. Un nutriment, le plus simple que l'on connaisse, grosso modo, c'est du sucre. Ce sont des sucres. Alors, saccharose, glucose, fructose, on peut en discuter, on peut faire des alicotes, on peut en mettre plusieurs, etc. Mais c'est de mettre un de ces éléments de base qui font partie des molécules de la vie que l'on retrouve d'ailleurs dans les astéroïdes, que l'on retrouve un peu partout. Donc on sait que ça existe dans l'univers, il n'y a pas que sur Terre que ça existe. Et bien sûr, on va se poser le problème, vous savez que les sucres ont la particularité d'avoir une forme dite droite et une forme dite gauche. Hein, simplement, la molécule avec la même formule peut donner lieu à deux molécules qui ne diffèrent que par le fait qu'elles sont symétriques par rapport à un plan. Donc, c'est des molécules dans un miroir. Elles ne sont pas superposables comme nos mains. Nos mains sont superposables face à face, mais pas superposables face à dos. Et donc ça, c'est un peu le principe de base de ce genre de choses. Et donc, est-ce qu'on met... Donc là, c'est relativement simple, parce qu'en fait, si on met le composé d'isomère qui comprend les deux formes, même s'il n'en utilise qu'une, une forme gauche au lieu d'une forme droite, ou une forme droite au lieu d'une forme gauche, eh bien, il va avoir une activité métabolique et donc on va détecter un métabolisme. Donc pour moi, j'étais partie prenante pour favoriser une approche, je dirais, de type
passe rien. Simplement, dans le milieu naturel, dans les cycles de température normaux de ces micro-organismes, développer donc cette approche pour détecter globalement du métabolisme. Quand faut-il s'arrêter? Là, il y a un choix à faire, qui est un choix qui n'a pas d'argument. Je ne pense pas que quelque intelligence artificielle puisse se déterminer. Et en fait, ça ne peut être qu'élaboré à partir de la connaissance que l'on a des développements du monde des micro-organismes d'une façon générale, et puis avec du bon sens, et quand même à la fin une forme de pari. Parce qu'on ne peut pas faire ça pour l'éternité, bien entendu. On pourrait en garder une petite partie pour l'éternité. Mais si j'ai par exemple, on avait calculé 10 000 bactéries par gramme, 10 000 micro-organismes par gramme, ça fait quand même pas beaucoup. Ça fait quand même très, très, très peu, et c'est un métabolisme que sur Terre, on arrive à peine à détecter. 100 000, 1 million, on arrive à les trouver. 10 000 bactéries, c'est très, très, très peu. Et on pourrait très bien avoir sur Mars que 10 bactéries par gramme. Et là, on se trouve devant un problème, il faut faire des calculs, etc. Alors, une bactérie par gramme, c'est 1 ou 0, c'est très, très difficile d'anticiper les capacités métaboliques en prenant les exemples des bactéries que l'on connaît sur Terre, hein, les micro-organismes que l'on connaît sur Terre, de trouver une forme de métabolisme qui soit exprimée et qui soit détectable. Il faut savoir, par exemple, que dans les bactéries que l'on trouve au fond de la Terre, à 1000 mètres, 2000 mètres de profondeur, elles ont un temps de génération, c'est-à-dire une capacité à ce qu'une bactérie devienne 2 bactéries, de 100 ans. Donc, pour passer de une bactérie à 100 000 bactéries, que je sois capable de les détecter, ça prend un certain nombre de temps. 100 ans à la puissance 10, ça fait beaucoup et c'est au-delà de ce que l'on peut envisager actuellement. Et donc, on a un véritable problème de certitude et pour l'instant, l'intelligence humaine est capable de proposer un certain nombre de voies et de pistes pour approcher, non pas une certitude, mais une conviction raisonnable. Mais on n'a pas trouvé de moyens par l'aide des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour avoir une certitude certifiée ou confortée par un calcul solide. Bien sûr, on fait des calculs. Bien sûr, on fait des calculs de statistiques. Bien sûr, on fait des calculs de métabolisme. Bien sûr, on fait des calculs quantitatifs. On fait des calculs de sensibilité avec les instruments qui sont à notre disposition. On fait des calculs avec les capacités que l'on a de concentrer aussi bien dans les gaz, dans l'atmosphère, que éventuellement dans les solutions et dans les liquides, les molécules qui peuvent nous intéresser et qui nous seraient caractéristiques d'une forme de métabolisme. Et même en faisant tout ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la pure intelligence humaine. Et à la fin, on est obligé de faire un pari. Et donc, c'est d'autant plus intéressant que on n'a pas actuellement la solution. Mais, normalement, alors je ne dis pas si tout se passe bien, parce que pour l'instant, les choses se passent bien, les échantillons vont revenir. Les échantillons vont arriver sur Terre en 2033, 2035, peut-être 2037. Ça vous semble peut-être loin parce que beaucoup de gens ici sont jeunes, mais c'est rien en termes de recherche, en termes de développement, en termes de développement d'une infrastructure, ne serait-ce que pour accueillir ces échantillons et faire, quelles que soient les observations que l'on fasse dessus, être capable de les faire en les enfermant, en quarantaine, sans que des particules de plus de, on avait dit 10 angstroms, donc c'est très petit, hein, c'est quasiment le niveau des atomes, un peu au-dessus de la taille des atomes, puissent s'échapper. C'est une limite absolument faible. On ne l'atteindra pas. On arrivera peut-être à 100 angstroms, 0,01 micron, mais on n'ira pas, je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à 10 angstroms. Mais c'est
la gageure que l'on s'est mise. Et donc actuellement, on travaille en parallèle sur qu'est-ce qu'on fait des échantillons et comment on va les traiter, et d'autre part, comment on va les accueillir. Et donc, une de mes dernières activités au Centre national d'études spatiales, c'était d'organiser pour l'Europe, et en Europe, un projet de réception des échantillons martiens. Projet d'une infrastructure de réception qui soit capable de recevoir ces échantillons, de les maintenir confinés, de pouvoir les manipuler confinés et de protéger les échantillons de toute contamination chimique et bien entendu biologique de la part d'organismes, enfin de gaz terrestres et d'organismes terrestres. Donc les mettre dans une atmosphère protégée qui ne contienne pas des choses qu'on ne souhaite pas voir. Donc on était en train de discuter pour savoir si c'était de l'azote ultra pur ou de l'argon ultra pur. Parce que même la vapeur d'eau, elle va se condenser, elle va se mélanger à l'eau. Et si on veut faire des mesures isotopiques de l'eau qu'il y a à l'intérieur des échantillons, l'eau liée simplement aux minéraux, eh bien, si on a de l'eau qui vient de la Terre, eh bien, ça va fausser les résultats, notamment au niveau de la balance isotopique sur les H2 et les O18, sur les H2, voilà, le tritium, le deutérium, pardon, et l'O18, donc qui sont très importants pour connaître l'origine de l'eau et qui sont caractéristiques de la Terre, caractéristiques de certaines comètes et cette balance isotopique aussi de certaines roches martiennes, puisqu'on l'a analysé sur des roches martiennes, mais sur les roches martiennes qui sont arrivées sur Terre, elles ont été en contact avec de l'eau terrestre. Ne serait-ce que par de la vapeur d'eau. Il faut savoir qu'une météorite, quand elle tombe sur Terre, l'extérieur est chaud, mais l'intérieur est froid. Et donc, elle condense la vapeur d'eau à l'intérieur de la météorite, et immédiatement, elle est, entre guillemets, polluée, contaminée par un élément terrestre. Et donc, on n'est plus capable de faire des mesures. Disons que les mesures n'ont plus vraiment, enfin, ont difficilement une signification. Il y a des astuces qui ont été développées pour faire des forages à l'intérieur des grains dont on est sûr qu'il n'y avait pas de perméabilité à de l'eau extérieure, mais c'est une gymnastique qui est quand même extrêmement difficile et extrêmement délicate. Et donc voilà, donc on est devant ce défi, et dans ce défi, il y a beaucoup de choses qui rentrent, il y a beaucoup d'intelligence qui rentre, très naturelle, et puis un peu d'intelligence artificielle, parce que les gens veulent mettre de l'intelligence artificielle partout. Actuellement, c'est la mode. Donc, quoi qu'on fasse, il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle. C'est la base. Si on ne met pas beaucoup de calculs, etc., ça ne va pas. Si on ne met pas beaucoup de contrôle partout, ça ne va pas, etc., etc. Et donc, on est, par exemple, dans ces infrastructures, entre ceux qui ne se connaissent pas et qui mettent des chiffres et qui avancent des nombres et des valeurs, des coûts de construction, 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars. Et puis quand on va voir les gens qui font les choses, des gens qui ont ce qu'on appelle des laboratoires de niveau biologique P4 ou BSL4, Biosafety Level 4, donc qui correspondent à peu près à ça. Il faut un petit quelque chose en plus pour la protection planétaire, mais grosso modo, c'est ça. On est dans les 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, 50 millions d'euros, de dollars à ce niveau-là, dollars et euros, en première approximation, dollars américains et euros européens, c'est pareil. Et donc, on est plus dans des choses normales et je dirais affordable, qu'on peut se payer. Parce qu'à un moment donné, il faut être raisonnable quand même. Bien, on a quand même une mission dont on sait qu'elle va coûter au total à peu près 8 milliards de dollars américains. On va rapporter 500 grammes d'échantillons. Ces 500 grammes d'échantillons, il va falloir les traiter pour en tirer la connaissance et la science. Science planétologique sur l'évolution, la formation de Mars, qui va nous éclairer sur l'évolution et la formation des planètes du système solaire, qui va nous donner des indications sur l'évolution, la formation éventuelle de certaines exoplanètes, dans quelles conditions elles se forment, etc. Et d'autre part, nous apporter éventuellement des éléments de réponse sur la possibilité ou la réalité d'une forme de vie extraterrestre, donc d'une forme de vie différente de celle de la Terre,
en tout cas qui ne se soit pas développé sur Terre. Et donc, c'est typiquement la question la plus importante. Alors, d'un côté, il y a les exobiologistes qui poussent pour avoir toutes ces études, parce qu'en faisant ces études de protection planétaire, bien sûr, ils vont en même temps alimenter leur science. Et de l'autre côté, nous avons les planétologues, les géologues, qui n'ont qu'un désir, c'est d'avoir le plus vite possible des échantillons entre leurs mains pour être capable d'en tirer cette science dure qu'est la géologie et la connaissance de la roche. Et donc, on a une véritable bataille des Horaces et des Curiaces. Et donc, c'est quelque chose qui n'est absolument pas résolu, qui va se trancher probablement à des niveaux politiques divers et variés, parce que on a des arguments scientifiques dans tous les sens. On a un vrai débat scientifique. Il y a un risque ou il n'y a pas de risque, il y a une probabilité, elle est faible, elle n'est pas faible, on peut discuter de ça, on peut discuter avec des arguments, on peut discuter de ces choses-là en se fondant sur des expérimentations qui sont faites sur Terre depuis très longtemps. Ça fait à peu près 25 ou 30 ans que, par exemple, en Allemagne, le laboratoire de Gerda Horneck est maintenant de la personne qui comment s'appelle, Redberg, sont en train de faire ce genre d'analyse, faire pousser des bactéries, des micro-organismes dans toutes les conditions martiennes possibles et imaginables. Donc, on commence à connaître un peu ce qu'il faudrait faire. On a des bonnes idées de ce côté-là. Et puis, d'un autre côté, on a des géologues comme Bibring, comme Tillman Spawn, comme d'autres Américains qui connaissent très bien Mars et qui sont des géologues très compétents, très pertinents, et qui ont des avis tout à fait divergents là-dessus. Donc on pourrait faire une vraie bataille scientifique, mais on n'a aucun élément de preuve. Or, à un moment donné, la science, c'est très intéressant, parce que la science, qu'elle soit issue de l'intelligence naturelle, collective, des scientifiques, ou qu'elle soit issue, ou au moins supportée par une intelligence artificielle, c'est l'analyse d'un grand nombre de données avec à la fin une probabilité ou des éléments de choix et des décisions qui vont être orientés de façon purement probabiliste à partir de l'ensemble des données que l'on a en bactériologie, microbiologie, culture, métabolisme microbien, etc. À la fin, on doit prendre une décision qui sera politique. Parce que la décision, elle sera binaire. Soit je fais une quarantaine lourde, soit je ne fais pas de quarantaine légère ou pas de quarantaine. Je fais une quarantaine pour faire semblant d'en faire une. Je prends 40 jours, je les mets dans un coin, je les regarde, je prends 10%, je regarde vaguement ce que c'est, je mets une armée de post-doc à regarder ça au microscope. Ben c'est ça les post-docs, c'est fait pour ça quand même, à un moment donné. Je les mets là-dedans. Ils regardent, on fait une synthèse, on réunit 3 comités de bas niveau, après un oversight committee avec 25 académiciens de 10 académies différentes, la moitié américain, l'autre moitié pas américain, et on conclut qu'il n'y a pas de danger, et en 6 mois, on a tout relâché dehors et on n'en parle plus. C'est là que c'est actuellement les schémas qui se préparent. Et la bataille, elle est derrière. C'est une vraie bataille. C'est un véritable enjeu. L'enjeu est quand même important, in fine. Encore une fois, un micro-organisme martien peut très bien ne strictement rien faire sur la Terre. Il peut être totalement neutre, avoir aucun effet, et se développer comme une bactérie qu'on sort du fin fond de la mer et qui retrouve des conditions favorables à son développement et qui se développe normalement sur Terre et qui va rejoindre des milliards d'espèces bactériennes qui existent sur Terre. Mais ce qui est déjà sur Terre, on en a un peu moins peur que ce qui vient d'ailleurs. C'est un peu la peur de l'étranger, mais là, elle n'est peut-être pas tout à fait irrationnelle parce qu'on en ignore totalement les conséquences. Et donc cette bataille qui va se poursuivre dans les années qui viennent et qui va être probablement, qui va devenir publique, je dirais, dans 5 ou 10 ans. Là, on est en 2022. Je pense que dans les années 2030, quand on va commencer à parler vraiment de... Ça va revenir.
il va y avoir, alors ça dépend des circonstances, ça va redevenir vraiment un sujet d'actualité dans la population. Pour l'instant, même si c'est publié dans les journaux, hein, on a fait des articles dans Sciences et Vie, La Recherche, Sciences et Vie Junior, Okapi, enfin tout est de 7 à 25 ans. Hein. Et donc ça ne suscite pas une inquiétude particulière. Il y a déjà eu des mouvements aux États-Unis, parce que les États-Unis, quand même, c'est très particulier. Il y a eu une société contre le retour d'échantillons martiens. Donc ça s'est terminé par un bon chèque, et voilà. La société a expliqué que c'était intéressant, mais bon, ça c'est un mode très américain, mais il n'empêche qu'il peut y avoir des mouvements divers qui sont légitimes. Ce n'est pas illégitime d'exprimer une crainte, de se regrouper pour dire, écoutez, après tout, c'est ma vie, etc., etc. Et la deuxième chose que pose ça, c'est que dans les discussions, aussi bien avec les agences européennes qu'avec les agences américaines, il ne faut pas mettre en danger le taxpayer. Le taxpayer, c'est-à-dire les personnes qui ont payé pour aller sur Mars, pour rapporter ces échantillons. Puisque tout ça, c'est fait avec de l'argent public. Et donc, un des arguments, j'étais pas le seul, mais j'étais un des rares à le poser, c'est que le problème, c'est pas les taxpayers. Parce que s'il y a quelque chose de nocif qui se développe, l'éleveur Peul au fin fond de l'Afrique, il est aussi concerné que le fermier américain, ou que l'éleveur bourguignon, ou que le cultivateur de tomates en serre en Hollande. C'est pas, on ne peut pas protéger les intérêts ou les intérêts des citoyens des pays qui sont les promoteurs sans penser à l'ensemble de l'écosystème Terre. Et dans l'écosystème Terre, il y a aussi des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec l'exploration martienne, pour lesquels l'exploration martienne n'a strictement aucun intérêt, pour qui, de façon tout à fait légitime, savoir s'il y a une vie extraterrestre, ça n'a aucune importance. Et donc, ce n'est pas parce que ça ne les intéresse pas, ce n'est pas parce qu'ils ne contribuent pas à travers leur contribution au financement des nations et au financement de ces missions que leur avis ne doit pas être pris en compte. Et là, c'est un débat, encore une fois, politique très important. Et c'est un débat, c'est très amusant, parce que moi, ça fait à peu près 25 ans maintenant que je travaille dans ce domaine de la protection planétaire, et qu'il y a eu une évolution très nette avec l'évolution notamment de la politique américaine. La vision que porte la NASA, qui est toujours une vision très gouvernementale, ce qui n'est pas illogique non plus, elle a vraiment évolué. Elle a évolué dans un sens qui va plutôt vers c'est nous que ça concerne, de plus en plus, et notamment avec Donald Trump, hein, c'était vraiment caractéristique, mais ça ne revient jamais en arrière. Ça ne revient jamais à la situation antérieure. Et on est toujours dans un enfermement de plus en plus de ces considérations qui concernent l'humanité tout entière dans un raisonnement qui est contenu dans un petit cercle de spécialistes et d'experts, qui sont honnêtes, hein, ce n'est pas la question, bien sûr, qui sont chargés d'informer le politique, mais même l'information qu'ils diffusent est une information qui parfois est, je ne dirais pas biaisée, mais qui est influencée, qu'on le veuille ou non, par l'environnement politique immédiat. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pose un problème. Alors, je ne sais pas si l'intelligence artificielle peut régler ce genre de choses en disant « Attention, votre discours étant trop empreint de l'environnement, trop actuel et pas assez universel aussi bien géographiquement sur Terre que dans le temps contemporain. Je ne parle pas de temps historique, mais disons sur un temps de 40 ou 50 ans, parce que les connaissances ont évolué, les moyens techniques ont évolué, etc.
Et donc, on comprend que le discours puisse changer et évoluer, mais on n'a pas de garde-fou pour dire non, il est trop influencé par l'actualité. Et il n'est pas assez, ça n'est pas une vérité suffisamment universelle. Quand je parle de vérité universelle, je parle de vérité scientifique. Connaissance acquise et démontrée de la science. Et donc voilà le genre de questions auxquelles on est confronté. Oui, Michel, tu as parlé, nous avons des météorites qui sont venues sur Terre. Tu as dit que probablement, en rentrant dans l'atmosphère, elles s'étaient nettoyées. Bon, et tu as dit aussi qu'on avait fait des perforations à l'intérieur pour aller vérifier, etc., etc. Mais nous-mêmes, nous sommes aussi fils et filles des étoiles. On est fait des mêmes molécules. Je sais qu'il y a des bactéries sur Terre qui sont très dangereuses et qui sont faites des mêmes molécules aussi. Mais l'idée de bon sens que j'ai, c'est que c'est un débat sur le sexe des anges. Je te provoque exprès. Alors, pas tout à fait, il y a plusieurs choses différentes. La première, quand on dit qu'il y a des molécules, les météorites viennent, on s'aperçoit qu'il n'y a que l'extérieur de la molécule qui est nettoyé, puisqu'on a fait des expériences, notamment sur les capsules Biocosmos des Russes. Et la couche chaude, elle est à peu près de 300 microns. 300 microns, ça fait 0,3 mm. Le reste, c'est natif. Et l'intérieur est glacé. L'intérieur d'une météorite de quelques dizaines de grammes, l'intérieur, quand elle arrive, elle est glacée. Et c'est pour ça que l'eau extérieure se condense dedans. La vapeur d'eau se condense comme elle se condense dans votre réfrigérateur ou sur les vitres de votre chambre en hiver. Pareil. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de responsabilité. Si moi, États-Unis, moi, agence spatiale française ou européenne, je rapporte quelque chose qui provoque un dommage, le traité de l'espace est clair. Je suis responsable. Il n'y a même pas de notion de faute. Après, il y a un problème d'éthique. On en a parlé avec Jacques Arnoux, bien entendu. Il y a un problème d'éthique, c'est est-ce que j'ai le droit de mettre la Terre en danger en faisant de la science sans conscience? La réponse est intuitivement non. Ça, c'est dans les aéropages, quand on en parle dans les congrès. Quand on en parle aux financiers, ils nous disent venez avec un graphique de risque. Et on va en discuter. Et là, c'est déjà beaucoup plus délicat. Donc non, ce n'est pas tout à fait le sexe des anges, parce que derrière, il y a quand même des conséquences très concrètes sur la vie des personnes. Il peut y avoir des conséquences très concrètes. Incontestablement, mais je serais optimiste. On est optimiste, mais nous sommes aussi des scientifiques. Alors c'est la différence entre l'artiste qui a libre cours à toutes les imaginations, mais qui a des responsabilités quand même, et le scientifique qui a une imagination débordante, mais dont l'expression est bornée par la méthode scientifique qu'il va développer. Et je crois que c'est une grande différence. L'imagination n'a pas forcément la même, mais je pense qu'elle est aussi délirante chez les uns que chez les autres. Il y en a qui sont limités que par leur technique, qu'elle soit musicale, etc., alors que les scientifiques, ils sont bornés à un moment donné par la rigueur de la méthode scientifique.